Salut à toi, bienvenue sur Chronique Imo, un épisode consacré à l'achat d'immeubles avec surface commerciale inclus. Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser les personnes qui se sont déjà positionnées ou qui veulent se positionner sur un immeuble de rapport. Et des fois, on a l'opportunité d'avoir un immeuble avec des lots d'habitation et inclus, il y a de temps en temps, tu sais, au rez-de-chaussée, un espace commercial. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? On va discuter de comment l'exploiter, de quel est l'impact sur la fiscalité, quel est l'avantage ou le désavantage, puisqu'il y en a évidemment, à avoir des surfaces à exploiter, donc du coup avec une destination différente. Donc la destination, c'est ce que l'urbanisme a décidé d'attribuer au lot en question. On va voir est-ce qu'on a le droit aussi de changer la destination, on va voir ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Je pense que c'est un épisode qui va pouvoir te plaire, surtout si tu penses à te positionner sur des immeubles de rapport. Alors déjà, est-ce qu'on a envie de se positionner sur un immeuble où il y a un local commercial? Je sais que ça peut faire peur de prime abord, surtout si on ne connaît pas le régime fiscal et à qui on va pouvoir le louer, ou s'il est déjà loué, est-ce que c'est intéressant de l'acheter déjà loué? Et du coup, on navigue un petit peu vers une inconnue. Donc déjà, il y a une chose qui est importante de dire avant de se positionner, c'est quand même, est-ce qu'on achète en nom propre ou est-ce qu'on achète en SCI? Tu sais que les immeubles, souvent, c'est des investissements immobiliers qui se prêtent beaucoup à l'achat via le système de la SCI. Mais tu vois, moi par exemple, à titre personnel, j'en ai en nom propre des immeubles. Et c'est pas du tout problématique, au contraire. Donc tu peux exploiter un bien, un local commercial, même si tu as acheté en nom propre, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, c'est mon cas. Donc il y a plein de raisons pour avoir envie d'acheter un immeuble avec une surface commerciale incluse, notamment le fait de se diversifier. Donc tu vois, le simple fait de se diversifier, c'est déjà une très bonne raison. Dans le sens où tu imagines un immeuble où au-dessus il y a des lots d'habitation, donc tu les mets en meublé, tu les exploites en LMNP par exemple si t'as acheté en nom propre. Et pour le local commercial, eh ben, exemple, si tu as besoin toi d'un local pour ta société, si tu es un entrepreneur ou que tu veux monter une entreprise et que tu veux la domicilier à cet endroit-là, bah, c'est génial parce que tu vas pouvoir bénéficier de certaines niches fiscales. Alors, il y a un truc qui est intéressant de dire quand même, c'est que en immobilier, c'est simple, soit tu gagnes pendant que tu possèdes l'immobilier, soit tu gagnes à la fin. Donc, donc gagner à la fin, c'est-à-dire à la revente. Donc, soit tu achètes en nom propre et tu te domicilies toi en RP et quand tu revends, bah, t'es pas imposé. Tu vois, donc ça, c'est bénéficier de l'avantage à la fin. Ou alors, tu peux bénéficier de l'avantage pendant tout le temps de possession du bien immobilier, à savoir bah, de la déduction fiscale, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc tout ce qui est déductible des impôts, par exemple, pour ton entreprise ou pour toi-même. Donc, imaginons que tu as acheté un immeuble avec un local commercial, tu vas pouvoir domicilier ton entreprise, il faudra donc établir un bail, et ce dernier va régir une location entre le propriétaire et le locataire. Donc du coup, le locataire, même s'il s'agit de la même personne, il va reverser un loyer qui lui sera déductible d'impôt pour l'entreprise. Par contre, il sera imposable sur le côté propriétaire, puisqu'il s'agit d'un investissement en nom propre. Donc ces bénéfices vont s'ajouter en fait aux autres revenus du foyer et seront taxés sur l'impôt en fait, sur le revenu. Donc il faut faire attention à ça, parce que impôt sur le revenu plus CSG, ça peut faire mal. Au-delà de cet avantage fiscal, investir dans un bien professionnel en nom propre, c'est beaucoup plus simple en fait, hein. Il suffira de calculer le bénéfice du foncier et le recopier sur la déclaration d'impôt des revenus personnels. Tu sais, une fois par an, on fait ça. Mais il y a aussi une déclaration spécifique, il y a un CERFA, c'est le CERFA numéro 2044, pardon, qui te permet de déclarer ça. Bon, il y a un autre point intéressant, c'est que tu vas pouvoir choisir le régime micro-foncier. C'est une option possible si tes bénéfices sont plus importants que les loyers que tu encaisses. Mais tu pourras juste noter comme quoi, enfin tu notes le total des loyers bruts encaissés, et tu pourras aussi bénéficier d'un abattement fiscal de 30%. Bon, les conditions, les loyers, je crois qu'il ne faut pas dépasser 15 000 euros de loyer par an. À vérifier, parce que ça a été mis à jour récemment. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup d'avantages, on va dire, sur la partie fiscale. Après, en plus de ça, tu diversifies, donc tu dilues ton risque, hein, tu vas avoir des locataires au-dessus, une entreprise en dessous, que ce soit la tienne ou une autre, pas de problème. Et un truc qui est très intéressant, c'est que si tu as une entreprise au rez-de-chaussée de ton immeuble, tu peux lui faire prendre en partie la taxe foncière.
Tu sais que quand tu achètes un immeuble, tu as une taxe foncière, donc tous les ans, tu vas payer ta taxe foncière. Et suivant les villes, ça peut aller jusqu'à un mois de loyer total, voire même plus. Enfin, ça, c'est pas calculé comme ça, mais voilà, on va dire, moi par exemple, pour mes immeubles, je suis aux alentours de 2 000 € par mois, par an de taxe foncière sur la moyenne des immeubles. Et ben donc, du coup, si tu as une société qui est installée dans cet immeuble, ben, tu peux calculer ce qu'on appelle une quote-part de la taxe foncière. Et exemple, bah, si cette société elle représente 30% de la surface de l'immeuble, eh ben, tu peux lui faire prendre en charge 30% de la taxe foncière. Tu peux même aller au-delà, mais il y a des petites règles à respecter. Après, c'est des conventions, ça, hein. Voilà. Si c'est ta société et qu'elle est bénéficiaire, c'est-à-dire qu'elle fait de l'argent, qu'elle est dans le positif, bah, tu peux même lui faire prendre toutes les charges de l'immeuble, et comme ça, c'est payé par la société. Société qui, elle, déduit ça de son imposition sur la société, déduit de l'IS. Évidemment, il y a quand même des inconvénients, hein, faut pas penser que c'est la solution miracle. Parce qu'avant de choisir d'acheter un local professionnel en nom propre, il faut également tenir compte des inconvénients, hein, de ce statut. Tu vois, il faut comprendre que les revenus fonciers vont s'ajouter automatiquement aux autres revenus du foyer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être un inconvénient si jamais tu as déjà des gros salaires. Dans le sens où tu dois faire un savant calcul pour être sûr de ne pas tomber dans une imposition qui te serait désavantageuse. Donc ça implique également que ton patrimoine pro et personnel pourra être saisi. Maintenant, les risques sont pas forcément très élevés puisque dans le sens où si jamais tu es vraiment en difficulté, tu peux toujours remplir une déclaration d'insaisibilité. C'est pas forcément très gai, mais si jamais un jour tu es dans ce cas-là et que tu as des difficultés personnelles, étant donné que tu as investi en nom propre, bah, tu peux remplir ce qu'on appelle des déclarations d'insaisibilité. Et alors là, bah, tu peux rien faire. Sauf, attention, s'il y a un crédit qui court et qu'il y a une hypothèque sur le bien. Donc dans ce cas-là, la banque, elle pourra saisir tranquillement. Donc il faut tenir compte aussi du fait que les actes notariés ne sont pas déductibles d'impôts pour la surface commerciale, et les amortissements immobiliers non plus. Donc l'amortissement, voilà, tu sais, tu as une part tous les ans que tu peux déduire. Par exemple, pour ceux qui utilisent le statut LMNP ou LMP, on le fait tous, on déduit une part tous les ans de l'amortissement, et ça c'est reportable sur 10 ans. Là, c'est pas possible pour un local commercial. Et en cas de bénéfice à la revente, tu sais, la plus-value, bah, il y aura une taxe, hein, tout simplement. Il y aura une taxe en plus. On a fait un peu le tour de la situation quand on est en nom propre. Donc voilà, la deuxième façon de faire, ça va être évidemment d'investir via la SCI, hein, le véhicule d'investissement qu'on aime bien. La SCI, elle est plus intéressante dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier si, et uniquement si, l'exploitant souhaite séparer ses différents patrimoines, donc tu sais, personnel, professionnel, locatif, etc. Si il veut profiter d'une plus grande souplesse pour transmettre ses biens, notamment à ses enfants, conjoints, associés, parce que très souvent il y a des associés dans les SCI, et si le chef d'entreprise a prévu de céder son activité pro, mais souhaite conserver le bien pro pour générer des revenus fonciers. Parce que tu sais très bien que des fois, il y a, tu domicilies ton entreprise à cet endroit-là et ensuite tu souhaites arrêter cette activité pour n'importe quelle raison d'ailleurs, mais tu veux conserver le bien et ça peut te faire des revenus supplémentaires. Donc effectivement, ça permet, pour commencer, de séparer sa propriété immobilière pro du reste de son activité commerciale. Donc c'est bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose qu'en nom propre au final, hein. Donc tu verses un loyer à toi-même via ton véhicule entreprise qui verse un loyer à ton véhicule SCI. C'est aussi un excellent moyen de faciliter la gestion euh, des biens immobiliers, et notamment qui prend en charge les charges justement de l'immeuble, etc. Comme je viens de le dire, il y a aussi la transmission à des tiers ou la conservation de ce local en cas de cessation d'activité. Ça sera beaucoup plus simple. En fait, il y aura moins d'intermédiaires, euh, moins de taxation, puisqu'elles se feront sans aucun frais de notaire. Il y a un truc que les gens ne savent pas, mais enfin, peu de gens le savent, mais les pouvoirs en cas enfin, pour les SCI peuvent être conférés à un expert comptable qui pourra rédiger l'acte de cession des parts. Donc, on n'est pas obligé de passer par un notaire pour cette partie-là, puisque, ben, effectivement, souvent le notaire est plus cher pour ce genre de prestations. Donc, passer par le comptable pour gérer la SCI, c'est beaucoup plus avantageux. Et évidemment, le cas définitif, c'est le décès du propriétaire.
Donc là, la SCI, elle sera pas du tout au statut de l'indivision, puisque c'est une société. Et en plus, on va pouvoir minorer sa valeur. Ça, c'est très intéressant pour l'impôt, notamment l'impôt sur la fortune quand on a beaucoup d'immobilier. Mais il y a une décote suivant le nombre d'années de détention entre 5 et 20%, euh, ce qui permet d'éviter voilà, certains régimes d'imposition. En parlant de régime d'imposition, quand on est en SCI, il faut choisir entre deux régimes, hein. Donc l'impôt sur les sociétés classique, qui est plutôt intéressant, moi je le conseille. Sinon, il y a le régime classique des revenus fonciers. Donc en cas de bénéfice, c'est calculé comme si le local appartenait au dirigeant directement. Donc faut faire attention parce que si tu as déjà des gros revenus, là ça va casquer. Mais néanmoins, la différence avec un investissement en nom propre, c'est que comment dire, la répartition se fera au prorata des parts, tu sais, parce que vu que dans la SCI, tu es toujours à plusieurs. Euh, voilà. Bon, moi, je conseille quand même le régime à l'IS. Donc, contrairement aux revenus locatifs en nom propre, les bénéfices dégagés de la SCI sont déclarés via une déclaration spécifique, hein. C'est un CERFA 2072S qu'il faut remplir. Si je devais donner les inconvénients de la détention à SCI, ça serait surtout la non-déductibilité des frais d'acquisition et de l'amortissement comptable. Ça, je te l'avais déjà expliqué tout à l'heure. Mais aussi l'imposition sur la plus-value. Voilà, donc ça va surtout dépendre du nombre d'années de détention de la SCI du bien immobilier. Alors après, évidemment, hein, la stratégie, elle est plutôt de faire du cash tous les mois et non pas de penser à la revente. Donc c'est souvent comme ça que je présente les choses. Donc on essaie de faire de l'argent tous les mois et tant pis si on est imposé sur la plus-value, on estime que l'argent qu'on a gagné, on l'a déjà gagné, quoi, on ne l'a pas perdu. Donc voilà, si on attend la fin de détention d'un bien immobilier pour gagner de l'argent, bah, on peut attendre 20 à 25 ans, hein. Donc tu vois, c'est même 10 ans des fois, hein. La durée moyenne de détention d'un bien immobilier en France, c'est à peu près 7 ans, enfin quasiment 8 ans. On n'attend pas 8 ans pour faire de l'argent, hein, tu l'as compris. Donc la bonne façon d'acheter, ça serait d'acheter en SCI à l'IS, parce que l'imposition elle est inférieure à l'imposition sur le revenu. Et puis aussi parce que les revenus locatifs et les charges sociales sont déductibles des impôts. Il est aussi possible de réduire son résultat fiscal en incluant les amortissements. Par contre, attention, si tu inclus les amortissements, bah, ça va venir augmenter l'assiette de la plus-value, de l'assiette fiscale sur la plus-value en cas de revente. Et les bénéfices non distribués par les SCI ne sont pas taxés au nom des associés. Donc ça, c'est génial parce que du coup, si à la fin de l'année, ta SCI, bah, il reste, admettons, je sais pas moi, 20 000 euros sur le compte, une fois les charges déduites. Donc il reste 20 000 euros, faut les distribuer. Bah, si tu les distribues pas, bah, t'es pas imposé. Donc s'il reste 20 000 euros et qu'ils sont pas envoyés au titre des dividendes sur les comptes des associés, bah, c'est pas taxé. Donc ça, c'est la beauté de la chose. Évidemment, on entend de plus en plus parler du système de la holding, donc ça, c'est aussi un bénéfice intéressant. C'est-à-dire que si en fait les bénéfices sont réinjectés dans une holding personnelle, ben là, on va avoir une imposition qui peut être de l'ordre de 5 jusqu'à 1%. Enfin, ça va dépendre de la convention qui a été mise en place, mais on n'est quasiment pas taxé. Bon, ça évidemment, c'est pour les profils un petit peu plus expérimentés qui auront déjà prévu ça au préalable. Il faut solliciter un expert comptable, mais tout est jouable. Une petite aparté quand même sur le changement de destination. Ça peut être quelque chose de très intéressant aussi par rapport à un local commercial qu'on aimerait changer et le faire basculer sur une destination de local, enfin pardon, de lot d'habitation. La bonne façon de faire, c'est au préalable comment dire, de se rapprocher de l'urbanisme de ta commune et de demander tout simplement si tu as le droit, hein, de changer la destination. Au préalable, je préfère quand même préciser que euh, c'est pas parce que les gens travaillent à l'urbanisme qu'ils ont la notion. Donc, vaut mieux se référer au PLU, donc le plan local d'urbanisme. Toutes les communes ont ça, donc tu te rapproches de ce document et tu regardes suivant le zonage et où se trouve l'endroit. Donc, des fois, c'est précisé que c'est possible. Et ensuite, ça passe en commission auprès donc, voilà, de l'urbanisme qui se réunit normalement plusieurs fois par mois pour valider ou non des demandes de changement de destination. Souvent, quand c'est dans le sens local, commercial, qui passe en habitation, c'est validé si jamais la commune a besoin de logement. Tu vois, si jamais la commune elle a besoin de logement, mais par contre, ça sera à certaines conditions. Que le logement fasse minimum tant de mètres carrés, qu'il y ait une place de parking attribuée, ou qu'il y ait une solution de parking à proximité, voilà, qu'il y ait bien une fenêtre par pièce, etc., etc. Donc il peut y avoir plusieurs, ça peut être sous condition.
Voilà. Et à contrario, si la commune elle est dans une dynamique où elle a besoin de refaire vivre le centre-ville et qu'elle a besoin de commerce, ben, elle va tout simplement refuser parce qu'elle se dit que elle préfère éventuellement mettre une action en place pour t'aider à trouver un locataire de qualité et un locataire nécessaire dans ta commune, plutôt que de changer la destination et faire un énième appartement alors qu'il n'y a pas de besoin, quoi. Le besoin prioritaire, ça serait plutôt un commerce. Donc évidemment, il y a pas de bonne réponse à cette question. Il faut juste se rapprocher donc de l'urbanisme de ta commune et se référer au PLU. En conclusion, on peut dire qu'acheter un immeuble avec un commerce, c'est un choix stratégique. Tu vois, moi par exemple, j'ai un immeuble avec une surface commerciale que je peux exploiter de deux manières différentes. Alors bon, j'ai clairement choisi. La première manière, c'est de l'utiliser en Airbnb. Et pourquoi c'est possible en Airbnb? Ben, parce que en fait, Airbnb, c'est une activité commerciale. Et donc, du coup, bah, ça rentre dans le cadre des locaux commerciaux. Donc, on peut aménager le local commercial. Évidemment, ça va coûter des travaux hein, de créer ce logement Airbnb. Et par contre, je pourrais pas du tout l'exploiter. Si du jour au lendemain, je ne peux plus faire de Airbnb, et ben, je l'ai dans le baba parce que je peux pas mettre en location long terme, quoi, en location classique meublée. Donc, ça sera pas possible. Il faut que ça soit uniquement une activité commerciale. Ou alors, autre chose que je peux faire, on en entend de plus en plus parler, c'est de mettre en place des machines automatiques. Donc, moi, j'aime beaucoup l'automatisation. Donc, voilà, c'est une des solutions, c'est-à-dire mettre, je sais pas, des distributeurs, une laverie, un- comment on appelle ça, des lockers type Amazon, Alibaba, Point Relais, enfin voilà, des lockers qui eux te payent un loyer. Voilà. Donc c'est en fait soit tu mets en place une activité commerciale, soit tu mets en place des machines que tu achètes au nom d'une entreprise que tu crées. Et donc du coup c'est aussi une activité commerciale puisque ces machines-là te rapportent de l'argent dans ton entreprise. Et donc ton entreprise peut verser un loyer en plus ou pas. D'ailleurs c'est toi qui choisis. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur le fait d'acheter un immeuble de rapport avec un local commercial. Je dirais que c'est un bon point. On dilue le risque, voilà, on se donne plus de possibilités. Et puis c'est une stratégie long terme parce que tu vois, tu peux faire le choix d'avoir plusieurs immeubles aussi. Tu vois, tu peux le faire une fois sur un et après multiplier cette façon d'investir sans fin. Il y a pas de raison de ne pas le faire. Après, je peux comprendre que ça ne répond pas aux besoins de tout à chacun. C'est juste une solution technique, évidemment. Des immeubles avec des locaux commerciaux, il y en a moins que des immeubles sans locaux commerciaux. Euh, donc il y a aussi le fait d'être moins nombreux sur cette niche. Il y a plus de... Voilà, la moyenne générale en France, c'est qu'il y a plus de demandes que de biens disponibles. Maintenant, évidemment, ça va dépendre de ta ville. Hein, ça, je suis sûr que tu t'es déjà posé plein de questions en traversant des centres-villes en te disant bah, c'est bizarre, c'est tout vide, ces locaux commerciaux, il n'y a personne qui en veut. Bon voilà, il faut trouver la bonne entreprise ou trouver la bonne stratégie pour y mettre une entreprise à l'intérieur. Voilà pour aujourd'hui. La question du jour, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion que j'ai eue dans le groupe, dans le, dans un groupe que j'anime sur l'immobilier, sur les réseaux. En fait, j'avais posé la question si quelqu'un connaissait une entreprise pour désamianter euh, une descente d'eau usée que j'ai dans un de mes immeubles. Donc j'ai demandé de la recommandation pour une entreprise. Et j'ai eu ce que je cherchais. Donc vraiment merci à la communauté qui connaît du monde. Donc ça c'est chouette. Et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à l'amiante, donc ça c'était marrant parce que j'ai eu des gens qui sont dans le même cas que moi et qui n'ont pas osé lancer les travaux. Donc je voulais juste partager un petit peu là-dessus, notamment sur le fait que désamianter ça coûte une blinde. Donc ça déjà c'est ma leçon que j'ai pu tirer de cette expérience. Ça coûte une blinde parce qu'en fait avant même de commencer à désamianter, il y a à peu près 50% du coût qui sont alloués à une expertise de la qualité de l'air. Donc pour trouver les particules d'amiante dans l'air sur place, et il faut en faire trois. Visiblement, il faut faire un relevé avant les travaux, un relevé pendant et un relevé après. Et donc ça, du coup, moi j'ai un devis par exemple à 4 000 euros. En fait, il y a que 1 800 euros on va dire vraiment de main-d'œuvre par rapport de main-d'œuvre et de matériel par rapport à mon besoin. Et tout le reste, bah,
C'est un laboratoire indépendant qui doit venir faire des relevés, voilà, de la qualité de l'air. Donc voilà, ça c'est vraiment le point négatif de désamianter. Je trouve que c'est très punitif. Euh, donc il y a peut-être un débat là-dessus à activer et à animer parce que les gens comme moi qui veulent vraiment améliorer l'habitat, qui veulent changer ces matériaux polluants et dangereux pour la santé, ben, se retrouvent punis par des choix qui ont été faits ultérieurement par des personnes qui clairement n'en avaient rien à faire. Donc c'est dommage de vouloir créer des choses positives, de faire des choses plus long-termistes, avec une bonne qualité, et essayer de répondre à des rénovations qui ont un impact positif sur la société, sur l'environnement, et au final de se faire punir, quoi, de payer ça plus cher. Euh, Surtout que c'est, encore une fois, c'est pas par rapport à la dangerosité, ni par rapport aux matériaux, puisque c'est pas l'entreprise qui va intervenir qui coûte cher. C'est vraiment juste de faire des relevés en gros, c'est pour prévenir un risque de particules d'amiante trop important dans l'air. Il faut savoir que si on dépasse, ah ouais, ça c'est important de le dire, si on dépasse le taux maximum accordé par ces tests-là, il faut fermer le chantier. Donc dans mon cas, ça voudrait dire fermer l'immeuble, alors qu'il y a des habitants au-dessus. Voilà, c'est n'importe quoi, surtout qu'on parle de à peu près 5 ou 6 mètres linéaires de tuyaux en amiante, en fibro-amiante. Ouais. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'amiante. J'ai pas de reco à proprement dit, mais j'allais juste vous dire de faire un maximum comment on appelle ça? D'événements immobiliers, à savoir des petits apéros gratuits. Il y en a dans toutes les villes quasiment en France. Apéro IMO, dans ta ville ou dans ta région. Faut faire ça, faut en faire un maximum parce que je trouve que c'est là où on trouve le plus de retours d'expérience pertinents. Et aussi, on trouve beaucoup de contacts travaux. Quand on en est à mon stade, on a besoin d'avoir plusieurs équipes de disponibles. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile avec les artisans, hein, c'est leur disponibilité. Donc ouais, faire des apéros et moi, ça permet de trouver des artisans de qualité parce que souvent ils ont déjà été validés par d'autres investisseurs. Et voilà, et les investisseurs, on est quand même un petit peu, on, on fait attention à qui on choisit. Et puis dans le même temps, bah, si vous faites des apéros IMO, bah, connectez-vous à des groupes spécialisés sur l'immobilier de votre ville. J'en profite pour faire l'autopromo de mon groupe, qui est un tout petit groupe à échelle humaine. Ça s'appelle Pensée IMO. Et c'est sur Telegram que ça se passe, donc Pensée, Penser IMO. Voilà, et on discute de mes aventures, et si je peux, j'aide, je réponds, je fais des quiz. Voilà, c'est vive l'immobilier dans la bonne humeur. Merci d'avoir été là pour la chronique du jour et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Salut!